Michel Simon. Je dis un mot avant que tu me prennes la parole. Non, je suis très content que tu viennes. On ne sait jamais comment les amis, tout ça, on ne sait pas comment leur dire, mais ce serait bien que tu viennes au Méliès, vraiment. Enfin. Hein? Nous aussi, toi aussi, mais je comprends. Et donc, il a fallu trouver un biais, un prétexte pour que Michel vienne jusqu'à chez nous, parce qu'il n'habite pas exactement juste à côté. Mais j'étais allé aux Lumières à Lyon, mais pas au Méliès. Oui, voilà, c'est ça. Je préfère Méliès. Il était temps que tu viennes ici. Voilà. Non, cela dit, Michel était venu à l'ancien cinéma, il avait déjà présenté un Kubrick qu'on avait fait 2001 dans la grande salle de l'ancien cinéma. D'ailleurs, il y avait une trace de ton passage, parce que dans un documentaire sur les salles de cinéma diffusé récemment, tu racontais cette séance-là dans le documentaire. Je ne sais même pas si tu l'as vu, ce documentaire. Aussi dans le documentaire qui a été fait sur moi par Simone Lenné, oui. Ils ont filmé, dans le documentaire, ce débat du Méliès. Il y avait 2 films, Hiroshima mon amour et 2001. Exactement. Surpris d'ailleurs, parce que la moitié de la salle n'avait pas vu Hiroshima mon amour et un tiers n'avait pas vu le mien, ce qui prouve que c'est merveilleux, que les films sont redécouverts en permanence. Exactement. Bon, moi je suis très content que Michel soit là, grâce à Hélène de Marie Distribution, vous pouvez applaudir, qui distribue le baiser du cœur. Parce que pour moi c'est le meilleur critique français, voilà, on peut dire ça comme ça. Le plus important, et alors j'allais dire que, évidemment, sur Kubrick, il n'y avait pas d'autres noms possibles. Non seulement parce que son livre est vraiment un des livres de cinéma les plus importants, celui qu'il a consacré à Kubrick, je pourrais en citer d'autres, mais celui-là est vraiment un livre important. Et puis parce que y a quelque chose que je pense beaucoup de gens apprécient chez Michel Simon, qui est une espèce de flamme que rien n'éteint. Voilà. Une flamme qui s'appelle la passion du cinéma, hein, mais quelque chose d'extrêmement communicatif, et pour le connaître depuis maintenant 20 ans, un peu plus même, 25 ans. Je sais que tu ne veux pas te vieillir. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai vu vieillir d'autres critiques importants, et en fait, cette espèce d'amour permanent du cinéma, cette espèce de désir de continuer à découvrir en particulier, d'entretenir la flamme de sa propre passion et de la transmettre à de nouvelles générations, moi, je ne lui connais pas d'équivalent. Et rien que pour ça, je vous demande de réapplaudir Michel Simon. Et je remercie d'être là. Voilà, écoutez, j'aime pas trop parler d'un film, de l'intérieur du film, avant la projection. Donc, je vais plutôt vous situer un peu ce film et du jeune Kubrick, et d'où il vient, comment il fait ce film. Et après, on verra plus tard, après la projection, pour ceux qui veulent rester, parler de ce film d'après les images que vous aurez vues. Alors d'abord, Kubrick fait ce film en 1955, même peut-être tourné en 1954. Il avait 26 ans quand il l'a tourné, 27 ans quand le film est sorti. C'est son deuxième film. Le premier, Fear and Desire, était un film de guerre, mais avec des moyens extrêmement réduits, qui est intéressant, mais qui est vraiment pas... D'ailleurs, il avait interdit qu'on le projette de son vivant. Il y avait très peu de copies, le film avait une sortie extrêmement modeste, il l'avait tourné à 24 ans, avec des acteurs à peine professionnels. Et il va donc tourner Killer's Kiss. Alors, d'abord, Kubrick ne vient pas d'une école de cinéma. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait aux États-Unis, c'est pas comme en France ou à Moscou ou à Londres, il n'y avait pas d'école de cinéma. Donc très peu, peut-être à Los Angeles, il y avait une école, un département de cinéma. Mais donc il ne vient pas du cinéma, il ne vient pas de l'assistanat, il n'a pas travaillé avec un metteur en scène qui l'aurait formé, comme Robert Aldrich par exemple, avec des grands metteurs en scène. C'est pas non plus quelqu'un qui a été un scénariste, comme beaucoup de scénaristes à partir de 1942-43 aux États-Unis deviennent metteurs en scène. Non, c'est vraiment un cinéphile, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fréquentait le musée d'art moderne de New York, qui voyait tous les classiques et qui fréquentait également les salles de la 42e rue, le cinéma populaire, qu'il aimait beaucoup, les films de genre, mais aussi Eisenstein, enfin bon, il a eu Dreyer, Buñuel, qui plus tard il va continuer à l'admirer. Donc c'est quelqu'un qui est un cinéphile, qui discute avec ses amis, qui lit des livres de théorie comme Pudovkin, il lit des livres sur le montage, donc il s'imbibe totalement du cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est le côté visuel. Une anecdote dit que quand il était dans une salle et que les acteurs commençaient à parler, il lisait le journal.
Et puis quand il cessait de parler, il regardait l'écran. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment les inventions visuelles, etc. Et c'était au départ un handicap pour lui de ne pas trop bien écrire des dialogues. Et d'autre part, c'était un grand photographe. En tout cas, sinon du niveau Afton ou Irving Penn, en tout cas un des grands photographes du photoreportage. C'est-à-dire qu'il a commencé en 1945, quand il avait donc 17 ans. Il est sorti de chez lui, c'était la mort de Roosevelt. Il a photographié le vendeur de journaux avec le journal qui annonçait la mort de Roosevelt et le visage défait de ce vendeur de journaux qui est devenu emblématique, une photo emblématique, qu'il a vendue à Look, qui était un peu Paris Match américain, pour une petite somme et une bonne coquette somme d'argent. Et ensuite, Look l'a engagé pour travailler comme photographe. Donc et c'est là qu'il s'est formé. Il s'est formé par la photographie. Par exemple, vous allez voir que ce film, Killer's Kiss, c'est sur, entre autres, un des personnages est un boxeur. Il avait fait dans Look, en 1948, je crois, un reportage, Prize Fighter, qui était justement un reportage sur un champion de boxe, Walter Cartier. Il avait fait aussi un reportage sur Rocky Graziano. Et il faisait un peu des histoires racontées, un peu des films en photo. C'est-à-dire qu'il suivait Montgomery Clift, où il prenait des photos dans le métro, des gens qui étaient dans le métro new-yorkais, qui est un spectacle extraordinaire, le métro comme tous les métros d'ailleurs. Il prenait des noirs, il montrait des émigrés, il montrait des gens âgés, il montrait des enfants, etc. Ou bien un autre, c'était un reportage sur un cabinet de dentiste, où on voit tous les gens qui attendent avec les froids, donc c'est presque un film de cauchemar, un film lapsus. Mais il racontait donc déjà, par les photos, il racontait des actions, des reportages, etc. Donc il était entièrement prêt pour faire du cinéma. L'argent, il va le trouver avec un pharmacien du Bronx, un ami qu'il connaissait, qui va participer, qui va être un des deux coproducteurs. Et puis surtout, il va tout faire lui-même. C'est-à-dire qu'il va faire le scénario avec un ami, Howard Sackler, qui était son camarade de lycée, qui plus tard va devenir un dramaturge assez connu, qui a écrit un livre sur une pièce sur un boxeur d'ailleurs, noir, The Great White Hope, qui deviendra un film, je crois, de Martin Ritt. Howard Sackler, c'était cet ami. Il avait d'ailleurs travaillé déjà sur Fear and Desire, donc il est co-scénariste, mais il fait donc le scénario, il fait la production, il fait le montage, il fait la photographie et il fait la mise en scène. Et il tourne dans les rues de New York pour $40 000 au départ, c'était le budget, c'est dérisoire, c'est rien du tout. Là, à l'époque, un film américain moyen, c'était $1 200 000. Là, c'est $40 000. Et finalement, le film a coûté 60 000. Le son était post-synchronisé parce que ces exigences en matière de lumière empêchaient les gens d'avoir des micros, etc., proches des acteurs. Donc, ils ont tout post-synchronisé, ce qui se ressent un peu dans le film quand on l'entend. Mais au fond, il fait de la nouvelle vague à lui tout seul. C'est-à-dire que jamais Godard ou Truffaut, dans leur premier film, n'ont fait le montage, la photo, le scénario, les dialogues, etc., la mise en scène. C'est déjà à lui tout seul une nouvelle vague en 1955, donc 3 ans avant À bout de souffle et les 400 coups. Voilà. C'est peut-être pour ça que la nouvelle vague n'a jamais aimé Kubrick. Peut-être qu'il avait une petite dent contre lui. En tout cas, Godard n'a jamais raté une occasion de démolir Kubrick depuis Les Sentiers de la Gloire jusqu'à Full Metal Jacket. Et je sais que Kubrick, Truffaut n'a pas beaucoup parlé de Kubrick, mais ce n'était pas du tout son centre d'intérêt. Et voilà. Donc, voilà comment ce film s'est fait. Il venait d'une famille bourgeoise, d'émigrés d'Europe centrale. On peut penser qu'il y a une influence Mittel Europa, comme pour beaucoup de grands metteurs en scène américains, de Fritz Lang à Wilder et à Preminger et d'autres. Son père était médecin, il aurait voulu qu'il fasse de la médecine. Il a préféré faire de la photo. Ces trois passions à l'origine, c'était
la musique. Il était batteur dans son lycée, il faisait de la batterie, et évidemment ça lui a appris le rythme. Et on verra dans ce film, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas il y a une recherche musicale avec Gerald Fried, un ami à lui qui va faire la musique de tous ses premiers films. C'était un grand joueur d'échecs. Dans Greenwich Village, il jouait avec des adversaires. C'est comme ça qu'il gagnait un peu d'argent, parce que c'était un très très grand joueur d'échecs. Et puis la photographie dont je vous ai déjà parlé, avec ses trois passions, ses trois violons d'Agre, ça va marquer évidemment sa carrière. On verra le sujet de Killer's Kiss, qui s'appelait aussi Kiss Me, Kill Me. Il y a eu plusieurs titres. Il y avait aussi the Young Woman and the Maniac, c'est-à-dire la jeune femme et l'obsédé. Voilà, donc cette formation, cette richesse de formation, c'est un grand lecteur, évidemment, il adorait aussi la lecture. Et donc il se lance dans ce film qui est tourné sur une dizaine de semaines et il va faire un montage qui va durer 4 mois et il va présenter ce film qui est relativement bien accueilli, en particulier par James Agee, qui était le grand critique à l'époque aux États-Unis, qui était lui-même scénariste de La Nuit du Chasseur, qui était le scénariste de African Queen, et qui a écrit aussi avec Walker Evans, le grand photographe, Let Us Now Praise Famous Man, Prions les grands hommes, un grand livre sur les fermiers du Dust Bowl, du centre des États-Unis pendant la Grande Famine et la sécheresse des années 30. Voilà, et James Agee a écrit une critique très, très compréhensible de ce film qui a été plutôt bien accueilli. Et donc c'est... Alors la seule chose, et après je m'arrête et on parlera du film tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que Fear and Desire et Killer's Kiss, ce sont les deux seuls scénarios originaux. Voilà, Kubrick ensuite n'a fait que des adaptations de livres. Il n'y a plus eu de scénario original. Et ça veut dire que c'était un homme, tel que j'ai pu le comprendre en le fréquentant, qui était d'une extraordinaire exigence. C'est pas comme les metteurs en scène parfois d'aujourd'hui qui pensent qu'ils n'en ont rien à foutre et de la critique, et du public, et de producteurs, et de rien, et qu'ils sont les maîtres, ils sont les meilleurs, et il n'y a aucune raison de les critiquer. Kubrick était le premier critique de lui-même. Et sa lucidité vis-à-vis de lui-même, il savait ses points forts, il savait ses points faibles, il s'est rendu compte qu'il n'était pas un bon scénariste, il ne savait pas écrire les dialogues, il ne savait pas, et comme il voulait tout contrôler, à partir de son 3e film, The Killing, l'ultime razzia, très beau film d'ailleurs qui ressort aussi, film de gangster très original, il va demander à Jim Thompson, qui n'était pas très réputé, mais qui était, pour ceux qui aiment le roman policier, c'est évidemment un des plus grands auteurs de films, de romans noirs, Jim Thompson, il va lui demander d'écrire l'ultime razzia et les Sentiers de la gloire, parce qu'il a senti qu'il avait besoin, et toute sa vie, ensuite, il va s'adresser à des écrivains. Pas tellement, il n'aimait pas les scénaristes professionnels, parce que c'était la routine, c'était le manuel, donc il faisait appel à des gens qui étaient des très bons écrivains. Même Nabokov a donné une version de Lolita qu'il n'a pas acceptée. Il s'adressait à des écrivains, des essayistes, des reporters, des journalistes, à des gens qui maniaient les mots pour écrire le scénario avec lui. Il a même fait 2 scénarios tout seul, mais en adaptant des livres tellement fidèlement que déjà tout était dans le livre. C'est Barry Lyndon et Orange Mécanique, qui sont 2 scénarios où il est seulement crédité, il n'y a pas d'autre personne. Tout le reste, c'est quelqu'un qui... C'est 13 films, donc 2 sans scénariste et 11 films où il y aura toujours un scénariste. Après, on pourra parler du film proprement dit et aussi comment ça annonce un certain nombre de préoccupations et de méthodes de tournage, de dramaturgie, etc. Après la projection. Voilà. Merci Michel Simon. Bonne projection. Voilà, donc, alors il faut évidemment situer ce film. Kubrick habitait Greenwich Village, un appartement. Ça va venir. Et donc on peut dire que ce film a été tourné presque à portée de marche de l'endroit où il habitait. C'est un film new-yorkais,
entièrement tourné dans 42e rue, les néons, etc. Et quand je vous ai parlé de son travail photographique, évidemment, c'est un des aspects les plus remarquables du film et les meilleurs du film, qui est justement ce côté semi-documentaire. Le film également doit beaucoup au film noir. C'est un film noir d'ailleurs, c'est pas qu'il doit beaucoup, il appartient à un genre. D'ailleurs, Kubrick, toute sa vie, à part Eyes Wide Shut, n'a fait que des films de genre. Et je ne comprends pas très bien quand on dit qu'il a dynamité les genres, qu'il a pris le contre-pied des genres. Non, il a joué le jeu du genre, évidemment, en le traitant tout le temps de façon personnelle, mais ce n'est pas quelqu'un qui prenait un genre pour le tourner en dérision, pour s'en moquer, pour prendre le contre-pied. Et dès ce premier film, et ça ira jusqu'à Shining, ou Full Metal Jacket, il suit les règles du film de genre. Le film de genre, c'est effectivement lié en particulier, le film criminel est lié au milieu de la boxe. Il y a eu plusieurs films sur la boxe, Le Champion de Mark Robson, Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, et bien d'autres dans les années 48, 47 jusqu'à 55, 56. Et donc le film de Kubrick appartient à cela, parce que la boxe, évidemment, retrouve un thème cher à Kubrick qui est l'affrontement. C'est pas un cinéaste qui a une vision optimiste de l'être humain. Il voit l'être humain en général dans des situations de conflit en permanence. La guerre existe dans tous les films de Kubrick. C'est la guerre conjugale, c'est la guerre réelle, mais c'est toujours des conflits. Et donc la boxe, d'une certaine façon, représente aussi en microcosme le conflit de l'être humain qui se bat pour survivre. Donc ce personnage de Davy, c'est un boxeur. C'est un boxeur donc, qui le rattache au film noir avec le personnage de Rapallo, qui est un gangster avec ses hommes de main, qui tient ce dancing où il fait travailler cette jeune fille. Donc Kubrick met en place quelque chose d'assez existentiel, qui est deux solitaires, finalement, qui se sont séparés par une cour, qui se retrouvent au même endroit, qui sortent le matin au même moment, et qui sont chacun dans leur solitude. Le boxeur, parce qu'il se rend compte qu'il n'aura pas une grande carrière, il s'est fait démolir, etc. Et puis elle, parce qu'elle est marquée par ce qui est arrivé, ce qu'elle raconte, on en parlera dans ce flashback, où elle évoque sa sœur qui s'est suicidée. Donc deux personnages solitaires, existentiels, et d'ailleurs le roman noir de Dashiell Hammett, de Chandler, de Kane, James Cain, tout ça était très aimé des écrivains français de l'après-guerre, parce qu'ils retrouvaient dans ces romans ce côté existentiel. Donc il y a cet aspect à la fois documentaire par les visions de New York, les petits détails, etc., et puis cet aspect genre, film générique, auquel il a pratiqué. Alors, dès le début, c'est déjà une des caractéristiques du film noir, c'est la voix off, le monologue. Quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu et qui nous dit, au fond, ce qu'on va savoir, ce qu'on va apprendre petit à petit. C'est un des films de Kubrick où il n'y a que 3 films de Kubrick où il n'y a pas aucun commentaire. Il n'y en a que 3. C'est Shining, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, et c'est Eyes Wide Shut. Tous les autres films de Kubrick, les 10 autres, ont toujours un commentaire. Alors c'est soit le commentaire du personnage principal qui raconte, c'est toujours des hommes, le personnage principal qui raconte ce qui lui est arrivé. Alors c'est le cas effectivement dans Killer's Kiss, c'est le cas dans Orange Mécanique, c'est le cas dans Full Metal Jacket. Il y a les films où ce sont des commentaires qui sont faits, qui sont des commentaires de quelqu'un qui n'appartient pas à l'action. Par exemple, dans Barry Lyndon, c'est quelqu'un qui parle dans Les Sentiers de la Gloire, au début d'ailleurs. Souvent, ça n'écoute, sauf Barry Lyndon qui se poursuit tout le temps, c'est souvent pour introduire que Les Sentiers de la Gloire, c'est également une voix off, mais qui n'appartient pas au récit. Donc, mais ce qui caractérise Kubrick et qui le distingue du cinéma américain, même si cet aspect est relié au film noir, c'est qu'il crée toujours une distanciation. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement, peut-être ce film-ci,
il y a peut-être plus une attirance du spectateur pour le personnage, mais le cinéma américain est fondé sur l'identification. Le cinéma américain est fondé sur le fait qu'on s'identifie à la star, etc. Dans les films de Kubrick, vous ne vous identifiez pas, on ne s'identifie pas à Barry Lyndon, on ne s'identifie pas au personnage du Shining, on ne s'identifie pas au cosmonaute. Donc il y a une sorte de distance que dans ce film, il n'introduit pas vraiment. Ce film est tout de même un film beaucoup plus, pas conservateur, mais beaucoup plus traditionnel. Je pense que Kubrick, après l'échec catastrophique de Fear and Desire, a besoin d'un succès et qu'il, d'ailleurs, par exemple, c'est la seule fin heureuse dans un film de Kubrick. Peut-être le fuck à la fin de Eyes Wide Shut peut être considéré comme une fin heureuse, puisque Eyes Wide Shut se termine tout de même sur ce couple dans la fête de Noël, et le dernier mot du film, c'est Let's fuck. C'est ce que dit Allons baiser, dit Nicole Kidman. Mais en général, les films de Kubrick ne sont pas des fins optimistes, des fins... Mais dans ce film, oui, il se retrouve à la gare, de façon d'ailleurs un peu inexpliquée, parce que tout de même, on voit bien que Davy a entendu, quand elle croyait qu'il était plus ou moins mourant, etc., et qu'elle s'est donnée à Rapallo, quasiment elle renie son attirance pour ce boxeur. Donc il doit bien savoir qu'elle a été prête à tout pour sauver sa peau, mais qu'elle n'était peut-être pas nécessairement, de renier un peu cet amoureux. Mais en tout cas, il se retrouve à Pennsylvania Station, et évidemment, c'est une fin idyllique, classique, puisqu'ils vont retrouver son oncle dans l'Oregon, je crois, ou en tout cas sur la côte ouest, la côte ouest des États-Unis. Donc le film est un flashback, et il est même caractérisé par 2 flashbacks à l'intérieur du flashback. Il y a le premier flashback, les deux sont le personnage de Gloria. Dans le premier flashback, elle raconte à Davy comment il est venu chez elle, Rapallo est venu chez elle, etc. Donc c'est un événement antérieur à l'action. Et le deuxième flashback, c'est là aussi un flashback qui est très étrange, parce qu'il est très long. C'est presque le sujet d'un film dans le film. Elle raconte l'histoire de sa sœur, que son père préférait, et sa sœur était prête à se marier à un homme riche pour pouvoir entretenir son père très âgé, et que finalement elle s'est suicidée, et qu'elle-même se sent une culpabilité à l'égard de ce suicide et décide de travailler dans un dancing comme une sorte d'expiation. Bon, tout cela est raconté assez rapidement avec un commentaire off sur des images d'une ballerine. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est une preuve d'amour de la part de Kubrick, parce que la personne qui danse, c'est sa femme. C'est Ruth Sobotka, sa deuxième épouse, car il avait auparavant eu une première femme, Toba Metz, qui avait travaillé sur Fear and Desire. Donc pour son deuxième film, il a changé de femme, il l'épouse d'ailleurs pendant le tournage du film, et il lui donne une séquence, puisqu'elle appartenait à un ballet de New York, à un très grand ballet. Et d'ailleurs, le chorégraphe de ce ballet va travailler également sur Killer's Kiss. Et donc, ce deuxième flashback, qui est un flashback à l'intérieur du flashback, est un peu comme une pièce rapportée, puisque c'est presque une histoire en soi. Peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tout à fait dans les codes du film noir, du film de gangster. La comparaison aussi que l'on peut trouver entre et c'est tourné dans les mêmes lieux, c'est dans un endroit vide, c'est la comparaison qu'il y a entre le dancing, où les hommes viennent chercher quelqu'un, etc., et le ring de boxe. Non, pas le ring de boxe, pardon, l'épisode qui se passe dans l'entrepôt avec les mannequins. Ça a été tourné au même endroit, mais évidemment transformé, etc. Mais il y a aussi un parallèle entre le dancing et le ring de boxe, où on peut voir une sorte de parallèle entre les deux situations, où il y a dans les deux cas une forme de voyeurisme, où des hommes viennent chercher des frissons par procuration.
D'ailleurs, c'est résumé dans l'appartement de Gloria, où on voit Rapallo qui tire une véritable jouissance de voir un peu son rival se faire démolir par le boxeur dans le match avec Rodriguez. Rodriguez qui a un nom espagnol, Rapallo a un nom plutôt italien. Enfin là, on peut voir là une tendance aussi du film noir, qu'en général dans le film noir, les gangsters sont des Italo-américains, sont des Juifs, sont des Polonais, sont des Irlandais, mais ne sont jamais des Anglais, des Américains de souche. C'est plutôt les immigrants qui jouent ce rôle de méchants. Voilà, donc Frank Silvera qui joue Rapallo, qui joue le personnage du tenancier de la boîte de danse, jouait déjà dans Fear and Desire. C'est pratiquement le seul acteur professionnel de cette troupe puisque la jeune actrice était inconnue. Elle est belle d'ailleurs, mais n'est peut-être pas, évidemment, elle n'a pas un physique particulièrement exceptionnel. Et puis le jeune acteur aussi n'était pas connu, donc il prend des inconnus. Alors on retrouve évidemment chez Kubrick ce mélange de réalisme documentaire qui vient de son travail de photographe, et puis son goût de l'insolite. On sait qu'il admirait Buñuel, on sait qu'il était attiré par le surréalisme, et donc on a parfois cette greffe d'un côté un peu fantastique avec un côté réaliste. Par exemple, la scène, peut-être la plus belle scène du film, qui est celle dans l'entrepôt avec les mannequins, où on voit ces mannequins qui sont nus. C'est très troublant. On voit ces morceaux de corps, une jambe, une tête, des morceaux dépareillés, et qui donnent lieu à une sorte, qui sont presque des témoins de cette bagarre qui double celle du ring de boxe, entre un homme avec une hache et un homme avec une lance, et qui se battent un peu comme ça annonce peut-être Spartacus, mais on ne peut pas trop dire ça parce que Kubrick n'avait rien à voir avec le projet de Spartacus, qui est le seul film de lui qu'il n'a jamais envisagé. C'est-à-dire il a remplacé Anthony Mann, et d'ailleurs il reniait Spartacus, qui est pourtant son plus grand succès commercial, parce que justement Kubrick aimait diriger et contrôler un film du début jusqu'à la fin, depuis la première ligne d'écriture, le choix des acteurs, etc. Et dans Spartacus, il a pris entièrement la distribution de Kirk Douglas, le producteur, et d'Anthony Mann, et il a pris un scénario écrit par Dalton Trumbo. Mais néanmoins, ce qui est assez amusant quand on voit le film aujourd'hui, c'est de penser que 5 ans avant Spartacus, il y avait cette sorte de combat de gladiateurs entre Rapallo et Danny dans cet entrepôt avec ces mannequins qui créent une atmosphère étrange. Il y a des choses comme ça constamment, des trouvailles. Par exemple, quand il est au début devant cet aquarium, il a le visage déformé. On peut penser que c'est presque une projection de lui sur un ring de boxe qui serait tabassé par le boxeur et qui aurait son visage gonflé, disproportionné, etc. Bon, le film est plein de, par exemple, dans l'appartement de Gloria, les objets qui prennent une importance, la poupée, des bas, enfin une chambre de femme, et on voit le voyeurisme. Mais le voyeurisme est mutuel, c'est ça qui est intéressant, c'est le voyeurisme est partagé, parce qu'elle le regarde de l'autre côté de la cour, comme il la regarde. Et d'ailleurs, il est peut-être même moins voyeur qu'elle, puisque quand son oncle l'appelle, il est au téléphone et il est beaucoup plus attentif à son oncle qu'à la fille qui est en train de se déshabiller de l'autre côté de la rue. Alors évidemment, cet oncle, c'est aussi important parce que c'est évidemment la conclusion du film, puisqu'il va retrouver sa tante et son oncle sur la côte ouest. Mais c'est aussi le côté de la famille, qui est une chose importante chez Kubrick. Souvent on dit non, la famille, non, Kubrick c'est la violence, etc. Bon, c'est vrai que la violence joue un rôle très très important chez Kubrick, et on le voit dès ce deuxième film, on le voyait déjà dans Fear and Desire, mais la famille est un sujet de réflexion pour lui. Quand on pense par exemple à Alex dans Orange Mécanique,
qui habite chez ses parents et qui est renié par ses parents parce que ses parents, quand il est parti dans ses escapades, ils l'ont remplacé dans sa chambre et est occupé par un garçon qu'ils ont adopté à sa place. Il le ressent atrocement, il ne peut pas l'accepter même d'avoir été remplacé par ses parents, par quelqu'un d'autre. La famille, c'est dans Lolita, évidemment, où le personnage de James Mason tombe amoureux de la fille de la femme chez laquelle il vit. Et c'est un rapport également. Barry Lyndon est un grand film aussi sur la famille et sur les pères de substitution. Quand on voit Barry Lyndon qui se choisit 2 pères de substitution, ils pleurent dans leur épaule. C'est d'abord le Grogan, le capitaine Grogan, puis ensuite c'est Bali Barry, l'espion. De même que le père de l'enfant, quand l'enfant est tué dans une chute de cheval, on voit le personnage de Edmund Barry qui est un père très attentif à son fils et qui évidemment a des larmes quand il voit son fils mort. Il y a évidemment encore une fois le couple dans Eyes Wide Shut. Donc il y a toute une part du cinéma de Kubrick qui est consacrée à la vie domestique, qui n'est pas un aspect qui est tellement présent dans les commentaires que l'on fait sur ces films, où on met en valeur évidemment le combat. Et là, évidemment, la boxe devient l'illustration, pour lui, idéale de la vie comme lutte pour la survie. Le boxeur, il fait de la boxe, en général, il vient d'un milieu pauvre, c'est une question de survie économique, etc. Il accepte d'être défiguré, il accepte d'être piétiné, d'être humilié dans un combat de boxe, comme elle, d'ailleurs, est humiliée comme danseuse dans ce nightclub, dans cette piste de danse. Mais pour Kubrick, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a une vision extrêmement pessimiste et sombre, qui est nourrie de Freud, évidemment. Freud est une influence considérable sur Kubrick, sur le fait que dans le combat entre la rationalité et l'irrationnel, entre la passion et la raison, c'est toujours la passion qui l'emporte sur... Donald Trump devrait voir les films de Kubrick. C'est la passion qui finit par l'emporter sur tout raisonnement. Mais ensuite, je suis généreux en parlant de raisonnement pour Donald Trump. Mais chez Kubrick, c'est toujours le même sujet qui domine, c'est-à-dire l'homme qui peut tout contrôler, finalement, fait tout échouer, même s'il a un contrôle absolu, parce qu'il y a toujours un dérapage qui est lié à une pulsion. Et la pulsion est souvent une pulsion d'agression, etc. C'est le sujet de Dr. Folamour, c'est le sujet de Full Metal Jacket, c'est le sujet de Shining, c'est le sujet de pratiquement tous ces films, y compris de 2001, l'Odyssée de l'espace, où c'est l'ordinateur qui perd la raison. C'est l'ordinateur qui est pourtant normalement pure rationalité, et l'ordinateur qui finalement, par paranoïa, finit par envoyer l'un des cosmonautes dans l'espace. Donc, je pense que la vision... Je pense qu'il y a eu 2 influences majeures chez Kubrick. Il y a d'une part Freud, dont il est totalement un disciple, y compris dans le grand texte de Freud sur la pulsion d'autodestruction de la planète, la civilisation et son mécontentement. Je ne sais plus quel est le titre français, où en 1930, Freud anticipait sur la bombe atomique et il voyait dans la société en général une même pulsion de mort qui existe chez l'individu. Et le grand écrivain qui l'a toujours marqué beaucoup, c'est Kafka. C'est Kafka, où il y a d'ailleurs chez Kafka un mélange de précision presque réaliste et en même temps de fantastique. Si vous lisez un roman de Kafka, vous avez l'impression vraiment d'être dans une sorte de réalité, mais il y a un petit décalage qui fait qu'il y a un sentiment d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, pour reprendre l'expression de Freud, d'inquiétante étrangeté qui vient d'un contexte pourtant extrêmement concret. Voilà, alors la musique, je vous en ai parlé, elle va devenir évidemment extrêmement sophistiquée dans les films de Kubrick, surtout à partir de Dr. Folamour, et encore plus 2001, où il va utiliser seulement de la musique classique, etc. Et je crois que c'est la même façon, c'est que Kubrick, à partir de ses manques, il va construire ses qualités. En prenant conscience des défauts qu'il a, je vous ai déjà dit que, sachant qu'il ne savait pas écrire des dialogues, il va s'adresser à des écrivains,
pour écrire les films suivants. De la même façon, il n'était pas satisfait sûrement de la musique de Gerald Fried, son ami de lycée, parce que dans cette musique, on voit qu'il y a par exemple un thème martial pour la boxe, il y a un thème romantique pour l'histoire d'amour, il y a aussi des percussions qui viennent de son métier de batteur, mais ce n'est pas une musique vraiment qui nous transfigure. Et donc, se rendant compte que commander une musique, c'est rester prisonnier de ce que le musicien a fait, parce qu'on ne peut pas le changer. Quand il a fait 2001 l'Odyssée de l'espace, il avait commandé à un très très grand musicien de Hollywood, Alex North, de composer une partition pour 2001. Et quand il a reçu cette partition, il a trouvé qu'elle n'était pas du tout adéquate et qu'elle ne fonctionnait pas du tout avec le film. Que faire dans ces cas-là? Eh bien, puiser dans la musique de tous les temps. C'est-à-dire aller chercher, écouter 2000 disques, 2000 CD, enfin à l'époque c'était des disques, et puis voir quelle musique idéale collerait avec telle ou telle séquence. Et Kubrick, depuis, n'a plus jamais utilisé, ou peut-être une Full Metal Jacket, parce que c'est sa fille qui a composé les morceaux de musique, mais dans l'ensemble, tous ces films utilisent de la musique déjà enregistrée, parce qu'il disait pourquoi commander de la musique alors qu'on a à notre disposition une fabuleuse richesse de musique. Et donc, de la même façon qu'il l'a fait pour le dialogue, il va le faire pour la musique. C'est-à-dire que, se sachant pas vraiment bien choisir son musicien ou ne sachant pas ce que le musicien va donner, eh bien, il a préféré travailler sur la musique déjà existante. Voilà, donc maintenant oui, je voulais vous parler aussi très brièvement de l'oncle aussi, l'oncle qui intervient 2 fois dans le film. Il intervient quand il y a une lettre de lui que Danny lit, et on entend la lettre qui est lue, et puis ensuite, évidemment, le coup de téléphone. Donc ils sont aussi l'intrusion de deux éléments qui viennent de l'extérieur, qui sont la communication avec le monde familial. Voilà, maintenant j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires vous-même sur ce film? Il y a cette scène aussi, je ne veux pas oublier de la citer, il y a aussi ce travelling dans une rue en négatif, en pellicule négative, qui fait penser à la scène de l'Odyssée de l'espace, qui évidemment dure 20 minutes et qui est extraordinaire, de voyage abstrait quand Dave Bowman va au-delà des étoiles, vers l'infini. Il traverse comme dans un film expérimental, et on voit son voyage qui est exprimé uniquement par des plans abstraits. Là, ce n'est pas des plans abstraits, c'est du négatif, mais le cauchemar est en négatif, et il s'interrompt avec le cri. C'est très Hitchcockien. Il s'interrompt avec le cri de la jeune fille, de la jeune femme, qui est harcelée par Rapallo. Oui, bonjour. Alors, en fait, j'avais une question, parce qu'au début, dans la chambre du boxeur, on voit une espèce d'énorme taupe, une grosse machette. Je me demandais si ça avait son importance, en fait. Parce qu'on voit que ça sur un mur, pendu, et en fait, moi, je pensais que l'arme, elle allait servir, en fait. Une machette. Ouais, quelque chose, enfin, vraiment une énorme taupe. Et en fait, je trouvais ça plus interpellant. Oui, c'est-à-dire qu'il n'en fait rien de cette machette, mais effectivement, le fait qu'il présente cette machette, alors ça veut dire que ce boxeur avait lui-même, même si c'est un métier violent, avait encore allé plus loin que la boxe, et ça anticipe sur cette scène qui va se passer dans l'entrepôt avec les mannequins, et Rapallo avec sa hache. C'est possible. J'avais aussi une question, je voulais savoir si vous pensiez que la musique, elle indiquait les moments justement où les personnages perdaient le contrôle. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait de la musique, le personnage était tout le temps dans un moment de stress ou des choses comme ça, ou alors c'était dans un flashback et c'était un moment de folie en fait. C'est intéressant, oui. C'est possible, oui, oui. C'est une bonne remarque. J'ai juste une question, c'est par rapport à... Il est en 55, sorti en 55 ce film. Moi, c'est surtout le montage de Kubrick par rapport à son époque. Est-ce qu'il est en phase ou est-ce qu'il est en avance déjà sur beaucoup de choses, comme vous avez pointé sur le fait qu'il est assez documentaire. Et sur le fait aussi qu'il était un peu en avance sur la nouvelle vague et sur des thèmes comme ça. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a une liberté dans la façon de monter et de filmer.
C'était un grand monteur. Il a en fait beaucoup. D'ailleurs, tous les gens que j'ai rencontrés qui travaillaient avec Kubrick me disaient tous la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, le chef opérateur de Barry Lyndon, il me disait ce qui est formidable avec Kubrick, c'est que j'apprends tous les jours quelque chose sur la photo, dont c'était le métier pourtant. Avec lui, j'apprends tous les jours quelque chose, et en même temps, en plus, je suis payé. Et les monteurs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le montage, il y a un monteur qui est sur les génériques, mais Kubrick était assis à la table de montage 10 heures par jour et contrôlait totalement le montage. Le monteur était vraiment à son service intégralement. Bon, peut-être qu'il pouvait s'absenter 2 heures, etc. Mais enfin, tout était totalement dirigé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce tournage dans les rues de New York, ça a été précédé par des metteurs en scène hollywoodiens. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un film de Jules Dassin qui s'appelle La Cité sans voile, qui est un film de 1947, qui reprend d'ailleurs un livre de photos de Weegee, qui était un grand photographe de la rue. Weegee, il avait une voiture, et sa voiture était reliée à la police. Et quand la police se dirigeait vers un endroit où il y avait eu un meurtre, Weegee était au courant, était prévenu par la police, et il arrivait en même temps que la police pour prendre les photos du corps gisant dans la rue. Weegee était un des grands photographes de l'époque. À cause de ça, il a publié un livre donc, de reportage qui s'appelait La Cité sans voile, que Jules Dassin a repris quand il a fait La Cité sans voile. Je crois que le livre est de 45-46, et c'était un ami de Kubrick. Par exemple, moi j'ai découvert très tard que les photos de plateau de Dr. Folamour ont été prises par Weegee. Il avait fait venir son vieux copain plus âgé que lui, qui habitait New York, pour venir à Londres, une forme de fidélité chez lui, sous son côté misanthrope, pour lui demander de venir faire des photos. Donc toutes ces photos qu'on voit dans les magazines, dans mon livre, etc., beaucoup d'entre elles ont été prises par Weegee. Et il était également très marqué aussi par les photos de Stieglitz, Alfred Stieglitz, qui était un grand photographe de l'entre-deux-guerres et qui faisait des photos, par exemple, il y a dans ce film 2 ou 3 moments où on voit la ligne des gratte-ciel à l'horizon. Eh bien ça, c'est également du travail qui ressemble à celui de Stieglitz. Et puis les films eux-mêmes, par exemple, il admirait beaucoup Kazan. Je sais qu'il a donné un entretien au Cahier du cinéma en 1957 pendant qu'il tournait Les Sentiers de la Gloire, et il a dit que pour lui, il le dit textuellement, le plus grand metteur en scène aujourd'hui en Amérique, c'est Kazan. Or, Kazan avait tourné un film comme Panique dans la rue, en 1951 à la Nouvelle-Orléans, 1950, qui est tourné un peu sous l'influence du néoréalisme italien, parce qu'en fait, c'est des Italiens qui ont c'est Rossellini, c'est De Sica, qui les premiers ont mis la caméra dans la rue, bien qu'il y en ait eu avant. Il y a eu Tony de Renoir et d'autres, mais essentiellement le mouvement néoréaliste est fondé là-dessus. Et donc c'est sous l'influence italienne que des gens comme Jules Dassin et des gens comme Kazan ont tourné des films comme Boomerang de Kazan ou Panique dans la rue, qui sont tournés sur les lieux mêmes et loin des studios hollywoodiens. Donc incontestablement, il a été influencé par son époque. Et d'ailleurs, s'il dit que Kazan était le plus grand cinéaste, c'est parce que Kazan a dû avoir de l'influence sur lui de ce point de vue du tournage en extérieur, et puis aussi l'acteur studio, évidemment, puisque une des grandes lectures de Kubrick, c'est Stanislavski, et la réflexion sur l'acteur de Stanislavski, qui a été évidemment à l'origine de l'acteur studio aux États-Unis et du travail de Marlon Brando et de tous les autres. Je vais revenir moi sur la musique. Comme on parle du fait que Kubrick n'est pas tellement apprécié la musique qui a été faite sur son film, et pourtant elle est omniprésente. Il y a très peu de séquences où il n'y a pas de musique. Où il n'y a pas de musique. Oui, c'est ça, où il n'y a pas de musique, il y a la musique tout le temps. Mais ça, c'est aussi une caractéristique du cinéma américain de l'époque. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser. Comme en fait, la plupart du temps, les voix des comédiens ont été post-produites, donc en fait, en enregistrement, est-ce que c'était une façon de remplir des espaces vides dus au manque d'enregistrement sur le lieu de tournage, ou c'était comme ça à l'époque? Bon, c'était de la musique, si vous voyez, c'est peut-être ce qui a vieilli le plus dans les grands films américains. Il y a des musiques très belles, il y a eu de grands compositeurs, mais c'est vrai que l'usage immodéré de la musique est une des caractéristiques
du cinéma hollywoodien classique. Ça a donné de très beaux résultats dans certains cas, dans les films de KPDP, etc. La musique de Miklos Rosa dans les films de Michael Curtis, c'est magnifique. Avec Errol Flynn, bon, ça va tout à fait avec le film. Dans d'autres cas, parfois, on regrette qu'il y ait trop de musique. Et ensuite, Kubrick va l'utiliser magistralement, parce que ça, c'est sûr que son utilisation de la musique préenregistrée est en général tout à fait extraordinaire, y compris de musiciens très d'avant-garde, comme Penderecki, comme Ligeti, qu'il va solliciter, enfin, il va utiliser leurs morceaux de musique pour Shining, pour 2001, voilà. Là, il a dû beaucoup souffrir de devoir utiliser autant de musique qu'il n'aimait pas forcément. Oui. Enfin, c'est surprenant, quoi. Mais en même temps, je pense qu'il a quand même travaillé avec Gerald Fried, qui était encore une fois son ami. Il était producteur du film, il pouvait faire vraiment ce qu'il voulait. Oui, en effet. Donc je pense que c'est un homme qui n'a pas cessé d'apprendre. Et Killer's Kiss, c'est son deuxième film, c'est le premier où on voit vraiment son talent. Mais ensuite, il va incroyablement, rapidement apprendre son métier. Parce que le suivant, c'est Ultima Radia, qui est un film criminel tout à fait original. Ensuite, ça va être Les Sentiers de la Gloire. Et voilà, bon, Spartacus est une parenthèse. Et ensuite, il y a Lolita, qu'il a regretté d'ailleurs, parce qu'il pense qu'on ne pouvait pas adapter de très grands livres. Il vaut mieux prendre des livres qui ne sont pas des chefs-d'œuvre pour le cinéma. Et puis, il y a surtout Dr. Folamour, qui va être le début de sa reconnaissance dans le monde entier comme un des grands cinéastes de l'époque. Bon, Les Sentiers de la Gloire, oui, mais plus pour le sujet, pour la peine de mort, enfin pour les fusillés pour l'exemple. Bon, le film est magistral du point de vue cinéma, mais c'est moins ce qui a été retenu dans Les Sentiers de la Gloire que dans Folamour, où a éclaté l'originalité absolue du metteur en scène. Donc tout cela, c'est en 10 ans. En 10 ans, il a fait ses classes. Défaut de question, je vais apporter un élément de réponse. Oui, je vous la passe juste après, mais je vais apporter un élément de réponse sur la question du montage. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe beaucoup au tout début du film, c'est l'extrême rigueur du champ contre champ entre les deux appartements pour synchroniser l'heure de chaque action et pour nous montrer qu'elle est simultanée. En l'occurrence, donc c'est la définition du montage alterné, c'est une espèce de définition en image, quoi. Enfin, par exemple. Il est 7h moins 10 du côté du mec, quand on bascule du côté de la femme, il est 7h moins 9. Voilà, donc on nous explique clairement que ça a lieu en même temps, qu'il n'y a pas d'ellipse. Et on va jouer du coup sur ce jeu de champ contre champ entre les deux appartements. Dans un jeu de fenêtre sur cour, mais effectivement, dont la particularité est qu'il y a réciprocité du regard. Et il y a profondeur, puisqu'on les voit parfois dans le même plan. Ouais. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant dans cette espèce de souci du détail pour montrer que ça a lieu en même temps, et que du coup, on est dans la définition même du montage alterné, c'est son critère de définition. Parallèle. Alterné. Parce que la définition du montage alterné par rapport à montage parallèle, c'est cette question de la simultanéité de l'action. Ah oui. Donc c'est la définition universitaire du montage alterné. C'est que toute la suite du film va être un jeu sur les temporalités pour voir si c'est encore synchronisable ou pas. C'est-à-dire qu'il y a la question de leur descente en même temps, qui va faire l'objet d'une mauvaise interprétation par le patron du dancing, sauf que le patron du dancing, faisant une mauvaise interprétation, lit quelque chose par avance qui va avoir lieu. C'est-à-dire qu'il les croit amants, ce qui va finir par advenir, mais dans un autre... C'est grâce à lui, puisque bien sûr. Il vient au secours de la femme quand il l'entend crier. Bien sûr, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est lui qui a provoqué le rapprochement des deux. Qu'il croit être arrive en fait plus tard, dans un jeu vraiment où le scénario joue à synchroniser des événements pour finir par les rendre réels, quoi. Mais je pense que le montage... comment tu dis alterné. Le montage alterné, bon, moi j'ai employé le mot montage parallèle, bon, c'est vrai que tu as établi une vraie distinction, mais je pense que tout ça, ça vient de Griffith. C'est-à-dire oui. que, en fait, les poursuites de Griffith, la fameuse The Last Minute Rescue, le sauvetage de dernière minute, où une jeune fille court, etc., poursuivie par des bandits, et ensuite la police arrive, ou je sais pas quoi, pour la sauver, ce suspense par montage, par la pratique du montage, chez Griffith plutôt le montage parallèle, c'était une grande admiration encore une fois de Kubrick, qui allait au musée d'art moderne et qui voyait tous les grands classiques du cinéma. De même qu'il a été très marqué par Eisenstein. Il était très marqué aussi par le montage d'Eisenstein. Donc je pense que son rêve, il m'en a parlé plusieurs fois, je crois qu'il disait qu'il apprenait le plus de deux types de cinéma. Un, les films muets,
qui avaient une économie de moyens prodigieuse qui leur permettait de sauter sans passer par des étapes intermédiaires, avec un seul carton, une phrase, et d'un seul coup on pouvait aller 10 ans plus tard, et non pas passer par des explications comme dans le cinéma parlant, et d'autre part la publicité. Il avait une grande admiration pour les spots publicitaires, parce qu'il disait que les spots publicitaires, c'est comment arriver à tout dire en 1 minute 25, et pas plus. On a 1 minute 25 pour faire passer un message. Alors, il ne sait pas qu'il admirait, il ne disait pas que c'était Léonard de Vinci, mais c'était pour lui une leçon d'économie et de contraction. Donc, je crois que, d'une certaine façon, et d'ailleurs, quand je vous disais qu'il y a 3 films sans commentaire, off, c'est-à-dire Shining 2001 et Eyes Wide Shut, il y a des cartons. Ce sont 3 films qui n'ont pas de voix, soit la voix objective qui ne représente aucun personnage, soit la voix du personnage principal qui commente sa propre action, mais ce sont d'une certaine façon des commentaires qui sont faits comme dans un film muet. Bonsoir. En fait, moi, ce qui me frappe quand je vois un film de Kubrick, c'est surtout c'est un homme, en général, une idée d'homme seul, qui à un moment donné franchit une limite ou pas, inconsciemment ou par pulsion, comme vous avez dit, et en fait, il va se retrouver dans un monde totalement fou, et lui, il ira jusqu'au bout de ce délire-là. Et pour moi, le travelling avec le négatif, c'est le cauchemar, comme vous avez dit. Pour moi, en fait, quand il se réveille, c'est pas qu'il sort du cauchemar, mais c'est qu'il y rentre justement, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va lui arriver des choses complètement surréalistes, comme vous dites. Enfin, vraiment, la scène de combat du mannequin, moi, ça me fait penser à Buñuel. Et dans cette scène-là, il y avait un plan qui avait marqué aussi, donc je sais pas si vous pouvez me dire dessus. C'est à un moment donné, il y a Dave, et il y a un genre de. Il y a une main qui fait comme une épée de Damoclès autour de sa tête, donc. Vous venez de dire dessus aussi. Oui, mais il s'intéressait aussi beaucoup au mythe. D'ailleurs, ce qui est amusant, entre parenthèses, c'est que la société de production qu'il a créée pour ce film s'appelle Minotaur. C'est amusant quand on pense à Shining, qui est une réflexion sur le labyrinthe, qui est une réflexion sur le Minotaur. Le personnage, d'une certaine façon, de Jack Nicholson, c'est un peu un Minotaur moderne. Donc la compagnie s'appelait Minotaur. Et on a pu voir le film comme un conte de fées. C'est-à-dire un preux chevalier essaye de sauver une pure jeune fille des griffes d'un ogre, qui est Rapallo. Donc ça a une structure mythique. Et quand il a fait Shining, il a beaucoup lu Bettelheim, il a beaucoup lu sur les contes pour enfants, etc., de Grimm, de Perrault, etc., pour nourrir. Il a d'ailleurs pris comme scénariste une romancière, professeure de littérature en Californie et romancière de romans gothiques, Diane Johnson. Mais là aussi, c'est typique de la démarche de Kubrick. C'est comme Kazan d'ailleurs. Kazan lui a appris ça, à mon avis. C'est que Kazan n'a pratiquement pas utilisé des scénaristes professionnels. Tous les scénaristes de Kazan, c'est Bud Schulberg, c'est des Tennessee Williams, c'est aussi le scénariste de Splendor in the Grass, qui est également un trou d'un seul coup, mais qui est un grand dramaturge de l'époque. C'est-à-dire que Kazan s'adressait à des gens qui n'étaient pas entraînés à reproduire des schémas déjà connus. Et Kubrick, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'adresse à chaque fois, je l'ai déjà dit, à Terry Southern pour Dr. Folamour, à Michael Hare, qui a écrit un récit sur la guerre du Vietnam, qui n'était pas non plus un professionnel de l'écriture. Il a constamment, Kubrick s'est adressé à des gens, sauf Frédéric Raphaël, d'ailleurs ça ne s'est pas bien passé, pour Eyes Wide Shut. Frédéric Raphaël était un scénariste, alors vraiment un grand scénariste professionnel, qui a travaillé avec Stanley Donen, avec beaucoup de metteurs en scène, et c'est peut-être l'exception. Jusque-là, il n'avait pas utilisé de scénariste assermenté hollywoodien. J'ai lu le livre sur Frédéric qui a parlé de Raphaël, qui a parlé de sa relation d'écriture sur Eyes Wide Shut avec Stanley Kubrick. Et dans ce livre, j'ai pas eu l'impression que c'était un échec. Et donc là, quand vous dites que c'est un échec, je serais curieux de savoir. Non, c'est pas un échec. Le résultat final est très probant. Enfin, moi, j'aime beaucoup Eyes Wide Shut. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se sont pas totalement entendus. Mais c'est ça. À mon avis, Kubrick n'a pas fait trop attention à certaines propositions de Raphaël.
C'est pas qu'ils se sont disputés. Mais enfin, visiblement, vers la fin de l'écriture, Kubrick travaillait seul et Raphaël n'a pas... Moi, j'ai parlé avec Raphaël assez longuement. Il n'a pas dit grand-chose. Les gens n'aiment pas trop révéler des secrets de cuisine. Mais j'ai pas l'impression que c'était idyllique comme avec Diane Johnson ou avec Terry Southern ou avec Michael Herr. J'ai l'impression qu'il y a eu des blocages. Il y a même un échange sur l'incompréhension entre les deux. C'est quand Kubrick dit à Raphaël et Raphaël le rapporte. Mais dites-moi, Frédéric, est-ce qu'il y a eu un seul bon film sur l'Holocauste? Et Raphaël il répond un peu mécaniquement, comme tout le monde, bah oui, la liste de Schindler. Et Kubrick lui dit, ah non, excusez-moi, la liste de Schindler, l'Holocauste, c'est 6 millions de juifs massacrés. La liste de Schindler, c'est 600 juifs sauvés. Donc, Spielberg a réussi à faire un happy end avec l'Holocauste. Parce que chez le film de la liste de Schindler, c'est impensable que Kubrick fasse un film sur l'Holocauste qu'il voulait faire. Il y avait un projet. Ça se termine bien. Dans la liste de Schindler, ça se termine avec un Allemand qui devient un héros parce qu'il a sauvé des Juifs dans le contexte d'un génocide. Et Kubrick, avec un humour évidemment terrible, il dit ah non, l'Holocauste c'est 6 millions de morts, la liste de Schindler c'est 600 survivants. Donc ça veut dire l'esprit un peu conventionnel de Raphaël. Un peu conventionnel. C'est-à-dire, il répète ce que tout le monde dit. Ah, le grand film de Spielberg sur l'Holocauste. C'est pas un film sur l'Holocauste, c'est un film optimiste. En fait, je me demandais si Kubrick, dans ce film, il n'avait pas, en quelque sorte, montré le ridicule des caricatures des personnages américains typiques de l'époque. Parce qu'au final, on voit quoi? Des hommes de main super étourdis qui oublient de prendre l'argent après avoir tué le gars. Un héros qui devient lâche au moment où il peut sauver la femme. Une femme qui désavoue son héros du jour au lendemain, et un gangster qui a peur, qui fuit dès qu'il sent le boxeur approcher. Et donc du coup j'ai l'impression que c'est vraiment ridiculiser les modèles, enfin les personnages types américains d'époque en fait. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Vous introduisez quelque chose de très juste sur l'ironie kubrickienne, mais je ne pense pas qu'elle était aussi consciente que ça. Vous avez tout à fait le droit d'interpréter le film de cette façon. Je ne pense pas que le film a pu être perçu par personne à l'époque, même encore aujourd'hui. Par vous, évidemment, mais je ne pense pas que la majorité des spectateurs sentent ça. Cela dit, l'ironie est toujours présente chez Kubrick. Et c'est un grand satiriste. Il admirait Buñuel beaucoup, parce qu'il admirait aussi beaucoup le surréalisme en général, mais il admirait dans le charme discret de la bourgeoisie les gens qui étaient sur des sièges de WC, etc. Enfin, il appréciait beaucoup. C'est un homme qui avait un humour dévastateur. Mais par exemple, même dans Shining, il y a des moments, quand il traite sa femme, Nicholson, quand il lui dit « je t'adore et je veux t'écraser ». C'est terrible. Quand il entre, quand il fracasse sa porte et qu'il dit « Here is Johnny », ce qui est que tous les Américains connaissent, parce que c'est le Johnny Carson Show que tous les Américains regardaient. Il y avait 100 millions de spectateurs à la télévision. Et ça commençait par « Here is Johnny ». Alors quand lui, il fracasse sa porte pour aller tuer sa femme et son fils, il parle comme Johnny Carson. Voilà. Donc c'est plein de choses comme ça, Kubrick. C'est un grand... Et ça, c'est l'humour d'Europe centrale. Alors c'est pas l'humour des Marx Brothers, c'est pas l'humour de Jerry Lewis, c'est pas l'humour de Woody Allen, c'est différent. C'est un humour beaucoup plus décapant. Mais incontestablement, on retrouve et puis c'est l'humour new-yorkais aussi. C'est pas seulement l'Europe centrale, c'est l'Europe centrale à New York. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et de votre contribution. Merci Michel.